Une réflexion sur la décroissance, en fait, sur l'avenir du monde dans lequel nous vivons, en tant Mhm. qu'organisation empirique par l'Homo sapiens. Oui, Nous partons de Roegen qui a une réflexion hétérodoxe oui, et qui s'appuie sur la physique tout à pour fait. arriver à certaines conclusions. Mais il est bien évident que vous venez de dire, oui, mais Goldsmith, ça devient philosophique, mais nous allons devenir philosophiques, hein, Bien sûr, puisque bien sûr. Hobbes, j'aime bien cette citation de Hobbes qui dit que la philosophie, c'est l'explication de la façon dont on a une cause qui va à une conséquence, et l'explication quand on regarde la conséquence, d'aller rechercher la cause. Bon, donc il y a disons, le soubassement physique qui permet d'arriver à une démonstration justement de la cause à la conséquence et remonter à la conséquence, remonter à la cause en constatant de façon disons, clinique la conséquence, mais euh, l'aboutissement de ça, c'est bien entendu une réflexion philosophique euh, Mhm. qui, euh, bon, qui porte un regard sur la façon dont l'espèce humaine moderne Tout à vit fait. actuellement et dans, va vivre dans les temps prochains, puisque nous faisons euh, en quelque sorte un petit peu de futurologie. Nous avons une composante futurologique, mais qui s'appuie sur la constatation du présent. Voilà. Rapprocher la science de l'économie, bah, bien entendu que oui. Alors, l'économie n'est pas une science. Là, justement, on entre Oui, dans un oui, débat hein, oui, qui est collatéral au débat que nous avons oui, sur Hegel. L'économie n'est pas une science. D'ailleurs, lorsque le roi Hegel nous parle de physique, à mon sens, il nous montre les implications de la physique dans l'économie. Il dit, lorsqu'on raisonne économie, il faut baser nos raisonnements sur la physique, mais il ne dit jamais que l'économie est une science. Voilà. mhm, Enfin, bon, mhm, tout euh, à fait, tout à fait. quitte à être démenti peut-être. Bon, voilà. C'est ce que moi je retiens en tout cas de Hegel. Donc, nous sommes dans la transdisciplinarité, la transversalité. On Voilà, ne peut pas imaginer de parler économie sans parler de physique, sans parler de philosophie, hein, tout à fait. bon, sans parler du savoir en général, et de la façon dont les savoirs humains ont évolué Tout à fait. au cours des siècles, en fonction des contraintes et des pressions diverses aussi, voilà, des interdits qui ont été mis à l'expression de la pensée. Tout à fait. Quand on voit la façon dont certains penseurs avant-gardistes comme Spinoza étaient obligés d'avoir un vocabulaire très très spécifique pour ne pas être. Bon, il a été excommunié quand même, hein, bon, mais La communauté, ça s'est pas très bien passé dans voilà, ce voilà, bon. milieu. Bref, alors, pour revenir à nos oignons de Roegen, voilà, chapitre. Bon, je vais lire des chapitres et puis on discute. Voilà, il n'y a pas d'aspect pédagogique. C'est pas un cours, loin de là, je le rappelle. Donc, chapitre 6 et chapitre 7, et on en aura terminé avec la première partie, et on abordera ensuite les mythes. Alors, je pense que par la suite, on ira plus vite, hein. On ira plus vite parce que euh, bon, les thèmes se retrouvent. On a déjà abondamment parlé de pas mal de choses. Je souhaiterais quand même faire une réunion qui sera axée sur le PIB. Le Oui, PIB, Regen n'en parle pas, je veux dire, en tant que tel, en tant que PIB, mais lorsqu'on parle d'accroissement des richesses, qu'on parle de croissance, bon, la croissance, elle est mesurée par le PIB. Bien ou mal mesurée, justement, c'est un débat. Donc je souhaiterais qu'on programme une réunion, peut-être la prochaine, sur le PIB, où je ferai une présentation, un quart d'heure, 20 minutes, sur la façon de calculer le PIB, hein, et on verra ensuite si ce PIB tel qu'il est calculé, bon, est-ce qu'il mesure la croissance? Est-ce qu'il la mesure bien? Est-ce qu'il ne la mesure pas bien? Enfin bon, porter un jugement critique sur le PIB en tant qu'indicateur de la croissance. Le PIB est un indicateur. Bon,
il mesure quelque chose, c'est sûr. Voilà. Roentgen nous dit que le globe terrestre auquel l'espèce humaine est attachée flotte dans un réservoir cosmique d'énergie libre. Réservoir qui pourrait bien être infini. Mais, pour des raisons énumérées déjà précédemment, l'homme ne peut avoir accès à toute cette fantastique réserve d'énergie libre. L'homme ne peut, par exemple, ne peut pas puiser directement dans l'immense énergie thermonucléaire du Soleil. Le plus grave obstacle réside dans le fait qu'aucun récipient matériel ne peut résister à la température des réactions thermonucléaires massives. De telles réactions ne peuvent avoir lieu que dans un espace libre. Alors, on y reviendra un petit peu plus loin. Roentgen nous parle de l'énergie du Soleil, puisque le paragraphe après, il fait la différence entre l'énergie de stock et l'énergie de flux. Il nous dit, donc j'anticipe sur le paragraphe suivant, mais autant le faire parce que c'est lié. Il y a deux types d'énergie, c'est l'énergie de stock, l'énergie de flux. L'énergie de stock, c'est celle qui est inclue dans l'écorce terrestre et qui est limitée, puisque c'est ce qu'on appelle les ressources naturelles finies, qui sont de deux catégories, des ressources énergétiques et des ressources minérales. Mais bon, à la limite, toutes ces ressources sont des ressources minérales, c'est-à-dire que même le pétrole, ou le gaz, ou le charbon, bon, c'est de la matière. Hein, voilà. Bon. Donc, l'énergie de stock, c'est l'énergie, c'est de la matière qui est contenue dans l'écorce terrestre et dont l'homme se sert pour fabriquer les produits et donc pour faire marcher la machine de la civilisation industrielle. Et ces matières sont en quantité limitée. Voilà. Bon. Par contre, il y a une autre énergie qui est une énergie de flux, qui est l'énergie du Soleil. Et celle-là, elle est illimitée. Enfin, elle est illimitée autant qu'on puisse considérer que 4 milliards et demi d'années, c'est-à-dire 4 milliards et demi d'années, c'est le temps qu'il reste au Soleil avant de se désintégrer complètement. On peut considérer que c'est illimité. Pendant donc 4 milliards et demi d'années, le Soleil va déverser de l'énergie sur la Terre. Donc c'est de l'énergie de flux et elle est illimitée. Voilà. Bon. Alors, Roentgen nous dit deux choses. Ça c'est le deuxième paragraphe ajouté au premier. Il nous dit que cette énergie de stock, elle est infime. Je pense qu'il emploie même le mot de dérisoire, ou quelque chose comme ça. À savoir que si on calcule en joules ou en watts, disons la puissance dégagée par la combustion, hein, par l'utilisation de toutes les ressources matière finie qu'il y a dans l'écorce terrestre, ça donne à peine 2 ou 3 jours de rayonnement solaire. Cette petite comparaison, c'est simplement pour dire qu'il n'y a aucune commune mesure entre l'énergie disponible dans le Soleil et l'énergie qui peut être obtenue en allant puiser dans l'écorce terrestre. Alors, l'énergie thermonucléaire. L'idée d'utiliser l'idée de reproduire, plus exactement, la réaction physico-chimique qui se passe à l'intérieur du Soleil pour que sur Terre, ici, l'homme fabrique de l'énergie, ça a été longtemps un rêve, un mythe. Aujourd'hui, ça s'appelle le projet ITER. Ça s'appelle le projet ITER qui est à Cadarache. Et Roentgen nous dit les réactions thermonucléaires du Soleil ne peuvent avoir lieu que dans un espace libre. Alors l'enveloppe, comme dans toute réaction physico-chimique, il faut que ce soit à l'intérieur de quelque chose. Là, l'enveloppe du Soleil, c'est le cosmos. Et alors, reproduire
reproduire ce que peut faire le projet ITER, ce qu'ambitionne de faire le projet ITER, reproduire la réaction thermonucléaire dans une petite cocotte minute, c'est évidemment extrêmement difficile parce que je crois que la température qu'on cherche à obtenir, c'est 15 millions de degrés, quelque chose comme ça. Et on n'arrive pas à trouver, enfin voilà, c'est le principal obstacle. Cet obstacle, alors, bon là ce sont des éléments scientifiques que je vous donne qui sont vraiment des éléments très très basiques dont je ne pourrais absolument pas, que je ne pourrais absolument pas détailler. Et cherche à se passer d'enveloppe physique en entourant en fait cette réaction d'un champ magnétique. Bon, voilà. Voilà le problème que rencontre le projet ITER à Cadarache. Alors, si Hugues ou Clara, vous avez plus d'informations techniques que ces maigres éléments que je vous donne, bon, bien entendu, vous pouvez le dire. Voilà. Bon, alors, on va avancer. Alors, lorsqu'il dit le stock terrestre tout entier ne pourrait fournir que quelques jours de lumière solaire, le stock terrestre tout entier de matière finie, de ressources naturelles finies, ne pourrait fournir que quelques jours de lumière solaire si on le mettait en action tout d'un coup. Vraiment, c'est une idée théorique, compte tenu également de ce qui a déjà été utilisé. C'est-à-dire ce qui a été utilisé plus ce qui reste à utiliser, ça fait grosso modo 3 jours de rayonnement solaire. Alors, il continue, tout cela projette une nouvelle lumière sur le problème de la population. Et certains chercheurs se sont alarmés à l'idée que la population mondiale puisse atteindre 7 milliards d'individus en l'an 2000. Alors aujourd'hui, on en est à 7 milliards et demi. Il y en a d'autres, en revanche, qui, à l'instar de Colin Clark, que je ne connais pas, mais je connais Jean Ziegler, dont je vous parlerai, proclament qu'une saine administration des ressources permettrait de nourrir jusqu'à 45 milliards d'individus. Alors, Colin Clark, que je ne connais pas, il pousse le bouchon encore plus loin que Jean Ziegler. Toutefois, aucun expert en démographie ne paraît avoir soulevé une question bien plus vitale pour l'avenir de l'humanité, savoir combien de temps, on en revient toujours à ma question, que j'aime bien, combien de temps une population mondiale, qu'elle s'élève à 1 milliard ou à 45 milliards, peut-elle subsister? Voilà. Même le concept analytique de la population optimale sur lequel se fondent plusieurs études démographiques se relève à l'épreuve d'une absurde fiction. Voilà, donc Roentgen a été un des premiers à soulever le problème de population. Alors, pas à la façon de Malthus, hein, Malthus qui a dit l'agriculture voilà, va plafonner et donc la population sera limitée parce qu'on ne pourra pas fabriquer plus de nourriture que ce qu'il y a d'habitants aujourd'hui. Bon, Malthus n'avait pas pensé aux hydrocarbures et il n'avait pas pensé à la pétro-agriculture, qui a mis en place de façon intensive la population mondiale, les gouvernements des différents pays, à la suite, grosso modo, après la fin de la guerre de 40, et notamment en Europe, avec les subsides du plan Marshall. Donc, il a été un des premiers à dire qu'il va y avoir un problème démographique. Alors, il en vient ensuite à l'agriculture, hein, puisque là, c'est une réflexion qui part de l'épuisement des ressources naturelles finies, ce qu'il appelle les ressources de stock, comparativement aux ressources de flux, disons les énergies de stock, énergie étant pris au sens large, hein, à la fois matière énergétique et matière minérale. Et il pense à la fabrication des produits de l'industrie et il indique qu'il va y avoir une inadéquation du nombre de consommateurs
par rapport à la disponibilité en énergie, tant qu'on n'aura pas maîtrisé l'énergie solaire. Mais ensuite, il parle de l'agriculture en disant du fait de l'élimination du partenaire traditionnel du fermier, l'animal de trait, la mécanisation de l'agriculture permet de consacrer toute la surface cultivable du sol à la production de nourriture. Mais le plus important, c'est qu'il en résulte, dans l'apport de basse entropie, un déplacement de la source solaire vers la source terrestre. En effet, le bœuf ou le buffle, ou le cheval, dont la puissance mécanique procède du rayonnement solaire capté par la synthèse chlorophyllienne, eh bien, cette énergie est remplacée par l'énergie du tracteur, qui est fabriquée et actionnée au moyen de la basse entropie terrestre. Il en va de même en ce qui concerne le remplacement du fumier par les engrais artificiels. Par conséquent, la mécanisation de l'agriculture, la mécanisation prise au sens large, c'est-à-dire pas uniquement le machinisme agricole, mais l'utilisation intensive des engrais, est une solution qui, bien qu'inévitable dans l'impasse actuelle, alors, qu'est-ce qu'il veut dire, à mon avis, quand il dit inévitable dans l'impasse actuelle, c'est inévitable parce que pour nourrir 7 milliards et demi, alors 6 milliards à son époque, 7 milliards et demi d'individus, bon, il faut une agriculture qui soit extrêmement intensive et qui produise beaucoup. Donc, mécanisation de l'agriculture, qui est une solution inévitable dans l'impasse actuelle, doit être considérée comme anti-économique à long terme. Elle entraîne pour l'existence biologique de l'homme une dépendance toujours croissante à l'égard de celle des deux sources de basse entropie qui est la plus rare, c'est-à-dire les énergies de stock. Elle présente aussi le risque de piéger l'espèce humaine dans un cul-de-sac en raison de l'extinction possible de certains espaces biologiques associés à l'agriculture organique. Ça veut dire que les animaux de trait ne sont plus cultivés, je dirais, ils sont plus élevés, puisque maintenant on a les tracteurs, et qu'on est dépendant, pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle les façons culturales, on est dépendant de la mécanique, donc de la basse entropie, alors que depuis 100 siècles, l'agriculture, c'est-à-dire depuis qu'elle existe, depuis le néolithique, l'agriculture était basée sur la basse entropie, c'est-à-dire sur les animaux qui sont issus de l'énergie solaire. Bon, voilà. Alors, il y a deux regards qui sont portés sur l'incertitude démographique. Un sur l'impossibilité, enfin, en tout cas, l'énorme incertitude à moyen terme de fabriquer les produits et les outils nécessaires à 10 milliards d'individus et aussi de fabriquer la nourriture. Donc, nous, en fait, nous étudions à partir de ce qu'écrit Horegen, on essaye de voir les incidences de la raréfaction, de la diminution du stock de l'énergie disponible à l'intérieur de l'écorce terrestre, d'une part, et puis de voir, par rapport à l'intensification de l'agriculture, la mécanisation, ce que ça peut donner en face d'une population qui augmente. Bon. Alors, l'agriculture industrielle. Je pense que le problème de l'agriculture est plus important que le problème de la production de biens. Je m'explique. Si, par la raison de la basse entropie, de la disparition de la basse entropie, on a une difficulté de plus en plus grande de la société industrielle à fabriquer le nombre d'objets nécessaires à 10 milliards ou 11 milliards d'êtres humains, il me paraît beaucoup plus grave d'imaginer que l'agriculture mondiale aurait des difficultés à produire la quantité de nourriture suffisante pour 10 ou 11 milliards d'individus. Alors,
donc, Hugues, tu as indiqué avec tout à fait raison qu'il y avait stérilisation des sols. L'agriculture industrielle stérilise les sols, il y a toujours plus d'engrais, toujours moins de rendement. On a déjà dans le Nebraska, aux États-Unis, un plafonnement des rendements malgré une augmentation dans le wheat belt, le corn belt américain, un plafonnement des rendements en regard en fait d'une augmentation des engrais. L'agriculture, enfin les spécialistes de l'agriculture biologique savent bien que les sols devront de toute façon être régénérés. Et régénérés une fois qu'ils auront été soumis à 10-15 ans d'irrigation et d'épandage intensif d'engrais et également de traitement de fongicides, herbicides, etc. Et que ça va nécessiter des travaux importants, sous-solage des sols, décompactage, parce que les engins très puissants donc tassent les sols, il va falloir les sous-soler, il va falloir régénérer l'humus. L'humus, c'est-à-dire c'est la couche de 10 à 20 cm de terre arable dans laquelle il y a des milliers de micro-organismes qui permettent justement à la flore de se développer et aux plantes de pousser. Tout ça va nécessiter un temps de latence d'1 an ou 2 minimum pour chaque hectare de terre arable, et il va falloir régénérer tout ça. Alors, je vais citer les époux Bourguignon, Claude et Lydia Bourguignon, qui sont les directeurs du laboratoire d'analyse microbiologique des sols, le LAMS, qui travaillent depuis des années sur cette problématique. Je vous invite à regarder sur YouTube, c'est très facile, on tape Claude Bourguignon ou Lydia Bourguignon, qui travaillent sur ce sujet depuis des années. Et tout cela ne fait absolument aucun doute. Alors, tout ceci, c'est compte non tenu des problèmes liés à la mécanisation. Parce que si on considère comme quasiment certain que les sols de l'agriculture intensive devront être régénérés, si on considère comme quasiment certain que lorsque les engrais chimiques viendront à manquer, puisque les engrais chimiques sont liés essentiellement au gaz, et que quand on manquera de gaz, eh bien, on n'aura plus d'engrais chimiques, les rendements vont diminuer. Ça, c'est compte non tenu de la mécanisation. La mécanisation, elle est liée à la disponibilité en acier, hein, on va dire, bon, c'est-à-dire en oxyde de fer, qui va venir à manquer, et elle est liée au carburant pour faire marcher les tracteurs. Bref, des nuages extrêmement lourds, extrêmement gris, se profilent à l'horizon sur la capacité de l'agriculture industrielle à continuer ses rendements. Il ne faut pas oublier que les rendements, ils ont été multipliés par 7. Bon, un hectare de blé qui labouré avec un buffle faisait 1 hectare, 1 tonne à l'hectare, il fait maintenant 7 à 8 tonnes à l'hectare, voire 10 dans la Beauce. Bon. Voilà. Alors, on n'imagine pas comment on va pouvoir s'en sortir. Alors, il y a une piste qui est donnée par Clara qui dit mais il n'y a pas forcément corrélation entre les besoins. Alors, on va prendre des besoins au sens large, hein. Les besoins en voiture, en ordinateur, ça peut se limiter, mais les besoins alimentaires, ils ont un plafond bas, disons, ils ont un plancher. On ne peut pas descendre en dessous de 2200 calories par jour. Parce que si on descend en dessous de 2200 calories par jour, ben, tout simplement, on ne peut pas continuer à vivre. Bon, alors, il y a Jean Ziegler, donc ingénieur qui travaille pour la FAO, l'ONG qui lutte contre la faim dans le monde, qui a dit un jour, il y a assez de nourriture sur la Terre pour nourrir 15 milliards. Alors, bon,
Colin Clark a dit 45 milliards, mais bon, on peut dire n'importe quoi, 15-20 milliards. Voilà. Alors Jean Ziegler, alors, on lui a fait dire, bon, il a dit cette phrase comme ça, bon, mais on lui a fait dire plein de choses, et notamment un certain nombre de tenants de l'agriculture biologique comme étant sauveur de l'humanité se servent de cette phrase de Jean Ziegler pour dire avec la permaculture, pas de problème. Pas de problème pour 80 millions de Français, pas de problème pour 15 milliards d'individus sur la planète avec la permaculture. Voilà. Bon. Et puis, au niveau des calories, pas de problème non plus, puisque on calcule le nombre de calories qu'il y a dans chaque aliment fourni, on multiplie par le nombre de production agricole, on voit la population mondiale, on divise par 2200 et on dit, bon, ça va, mon équation. Alors évidemment, ça ne tient absolument pas compte de l'ingénierie du transport, de la périssabilité de la nourriture, etc. L'agriculture durable, une agriculture viable, c'est une agriculture localisée. Bon, dire qu'on va transporter des millions de tonnes à un endroit où on les fabrique pour les amener à l'autre bout de la terre à des gens bon, on est encore dans la civilisation industrielle. Voilà. Encore faut-il des moyens de déplacement pour y aller. Non. Alors que si on raisonne en termes de durabilité, la durabilité, c'est une agriculture décentralisée, c'est une agriculture de proximité. Ce sont des villes avec des capacités de production locale adaptées au nombre d'habitants d'une ville. N'oublions pas qu'une ville, qu'est-ce que c'est au départ? C'est un endroit où un certain nombre de personnes peuvent vivre, peuvent manger. C'est-à-dire qu'une ville, elle est nourrie par sa ceinture maraîchère, ceinture polyculture, élevage. Et qu'à partir du moment où une ville dépasse sa capacité, dépasse en besoin alimentaire la capacité de sa ceinture alimentaire, on est en déséquilibre et on est en danger. Clara a parlé de l'overshoot day, du jour de dépassement, l'empreinte écologique, ou plutôt la biocapacité des sols, c'est-à-dire combien est-ce qu'un hectare, ce qu'on appelle les hectares globaux, combien est-ce qu'un hectare peut nourrir de personnes. Eh bien, prenons une ville, Paris, il y a 10 millions d'habitants regroupés sur un périmètre extrêmement faible. Paris a 2 jours d'autonomie alimentaire. Il y a chaque jour 40 000 semi-remorques, chaque jour, qui rentrent et qui sortent de Rungis, et qui sont liés à la disponibilité en acier, pour faire les semi-remorques, et la disponibilité en pétrole ou en autre carburant, pour les faire rouler. Bon. Et il n'y a absolument aucune ceinture maraîchère autour de Paris, puisque les ceintures maraîchères ont été bétonnées pour y faire des zones pavillonnaires. Bon. Donc, les villes sont dans une situation d'impossibilité à terme de pouvoir être alimentées par une agriculture de proximité. Voilà. Bon, comment allons-nous régler cette affaire? Voilà. Alors, le pronostic sur la quantité de population, ben oui, il est ce qu'il est. On a effectivement, il y a des chiffres qui sont produits par les instituts de projection démographique, où on assisterait à un certain tassement de la population. Mais quoi qu'il en soit, la question, elle est posée. Combien est-ce qu'une agriculture durable, c'est une agriculture qui n'utilise pas de traction, qui n'utilise pas de mécanisation, ni d'engrais chimiques, ni d'herbicides, ni de fongicides, ni de pesticides. Bon. Combien de temps, combien de personnes une agriculture comme ça peut-elle nourrir sur la terre? Alors, quel que soit, avec des disparités régionales, si en plus nous partons d'un principe qu'il ne va pas y avoir, que c'est une hérésie d'imaginer qu'on va transporter des milliards de tonnes
de salade ou de... Hein, parce qu'on ne peut pas manger que du blé, quand même. Bon, il faut manger un petit peu de tout. Et qu'on va transporter ça sans moyen de transport. Bon, voilà. Donc, avec une agriculture... Puisque la décroissance, elle va avec la relocalisation. Décroissance, relocalisation, c'est synonyme. Bon, ben, relocalisation, ça veut dire que tel territoire, donc, qui sont situés au milieu de l'Afrique, qui sont situés au centre, au barycentre de l'île de France, il faut que chaque territoire soit occupé par un nombre de personnes que ce territoire peut nourrir avec une agriculture durable. Bon, cette équation-là, est-ce qu'on en parle? Eh bien, on n'en parle pas. On n'en parle pas pourquoi? Parce que c'est une équation qui intègre le paramètre démographie. Et que la démographie, c'est un sujet tabou. On ne parle pas de démographie. Enfin, on peut parler de démographie pour faire des courbes, des histogrammes, mais on n'a presque pas le droit de parler de la question de l'adéquation du nombre d'habitants avec la capacité alimentaire du mode d'agriculture qui va être en place dans quelques années. Tu peux y aller à la question. Oui, alors je voulais rebondir sur deux ou trois choses que j'ai entendues. Il y a plein de choses, on peut rebondir sur chaque mot. Lorsque Clara, tu parles, on a dit les villes, hein, les villes sont en danger, hein, et puis Clara, tu nous parles des toits végétalisés, etc. Et tu lances le mot technologie. Alors ça me paraît justement le moment de revenir sur la différence qu'il y a entre croissance et développement. Bon. Alors ce que dit Roegen, c'est ce qu'il dit Roegen et que je valide, hein, que je reprends à mon compte. Il dit il y a une différence, Schumpeter l'avait dit avant, hein, il y a une différence entre croissance et développement. La croissance, c'est quelque chose d'arithmétique, c'est le nombre de biens, on va dire, produits. Si aujourd'hui je produis 100 000 biens et que l'année prochaine j'en produis 200 000, j'ai une croissance. Voilà. Le développement, c'est le développement de la technologie. C'est-à-dire, j'améliore la technologie. Alors, y a-t-il couplage entre développement et technologie, entre développement et croissance? Y a-t-il consubstantialité entre développement et croissance? Il y a en tout cas corrélation dans le système actuel, c'est-à-dire qu'on assiste à une augmentation de la croissance et calculée par une augmentation de la croissance matérialisée par l'augmentation du nombre de biens produits valorisés par leur valeur en monnaie, le PIB. Bon. Il y a corrélation avec l'augmentation de la technologie. On peut très bien imaginer qu'il y ait décroissance, c'est-à-dire une diminution de la quantité de biens produites, alors qu'elle soit volontaire ou non. Hein. Voilà, là, on étudie un schéma théorique. Pour une raison ou pour une autre, pour la première raison ou la seconde raison, c'est-à-dire une décroissance inéluctable, on est obligé de décroître parce que est obligé de produire moins de biens parce qu'on a une machine de production qui s'essouffle, ou bien on produit moins de biens parce que les hommes se sont concertés et ont dit nous allons produire moins de biens. Bon, ça c'est un autre débat très intéressant, mais qui pour l'instant, on va y venir, mais pour l'instant, il n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Et simultanément à cette diminution de la quantité de biens produits par la machine industrielle mondiale, on a une augmentation de la technologie, on a une évolution, la technologie évolue, donc la technologie trouve de nouvelles choses, donc on a un développement. Bon, mais la technologie, c'est-à-dire, il faut dire la technologie de quoi? Hein, on a les low-tech qui sont, c'est aussi de la technologie.
Par exemple, si on n'a plus de tracteur et qu'il faut revenir à la traction animale, il va falloir exhumer des savoir-faire qu'il n'y a plus que certains vieux dans les campagnes qui savent faire. La façon de mettre un collet sur un cheval, c'est de la technologie. Voilà. Bon. Donc, la technologie n'est pas forcément couplée avec la croissance. Ensuite, voilà ce que je veux dire là-dessus. Hugues, tu as parlé du maillon faible. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, dans le système mondial de la croissance industrielle, la société industrielle, nous avons la notion de chaîne. C'est une chaîne. Alors, prenons la ville. La ville, aujourd'hui, la mégapole comme Paris, ça fonctionne parce qu'il y a une chaîne. Et cette chaîne, c'est une succession de maillons. Et comme on le sait, c'est un théorème, la résistance d'une chaîne, c'est celle de son maillon faible. C'est-à-dire que si on a 10 maillons très costauds, puis qu'il y en a un qui n'est pas costaud, la chaîne va rompre simplement parce qu'il y a un maillon faible. Bon. Et si on regarde l'alimentation d'une mégapole comme Paris, ou comme Londres, comme New York, hein, bon, c'est une succession de maillons, hein, puisqu'on va chercher on va chercher de la nourriture très très loin. Alors, il y a le transport, la manutention et le transport de la nourriture sur l'endroit de la récolte, hein, pour l'amener dans les centres de gros. Depuis les centres de gros, il y a un redispatching avec de nouveau des transports pour l'amener à l'abord de la ville. Bon, que ce soit New York ou Paris. Ensuite, des véhicules plus petits prennent le relais pour aller les dispatcher dans des centres de distribution plus petits. Et ensuite, le consommateur, lui, il ne vient pas à pied, il prend aussi un moyen de déplacement. Voilà. Donc il y a un ensemble d'éléments qui rendent très compliqué, en fait, l'accès à la nourriture. Bon, le chasseur, pêcheur, cueilleur, lui, c'était très simple. Il se levait, il sortait de sa case, et puis il allait prendre la nourriture, et il revenait. Bon. Aujourd'hui, l'homme industriel, l'homo industrialis, on ne s'en rend pas compte, puisque nous avons intégré dans notre fonctionnement, je dirais, ce que Roy appelle les outils exosomatiques. Exosomatiques, c'est ce qui... endosomatique, c'est mon bras et ma main. Exosomatique, c'est ce qui est le prolongement de mon bras et de ma main. C'est-à-dire, en l'occurrence, par exemple, la voiture qui va m'amener chez l'épicier, alors que l'outil endosomatique, c'est ma main qui va aller cueillir la baie sauvage sur l'arbre. Voilà. Dernier point, tu dis, enfin, je crois que vous dites tous les deux, Clara et Hugues, parce qu'on a mal conçu les villes, ou bien la conception des villes. Mais il n'y a pas eu de conception de la ville. Il y avait, oui, avant la civilisation industrielle, avant le développement de l'activité industrielle, il y avait une conception de la ville. On ne mettait pas une ville n'importe où, n'importe comment, et on faisait surtout en sorte que cette ville ait son autosuffisance alimentaire. De toute façon, elle ne pouvait pas grossir au-delà de la capacité de production de sa ceinture maraîchère et élevage. Bon. Lorsque les villes ont commencé à grandir, on ne s'est pas posé de questions, puisque, comme on l'a dit déjà dans les réunions précédentes, ILS, entre guillemets, ILS s'occupe de tout. Donc on peut agrandir la ville autant qu'on veut, hein. Il y en a qui réfléchissent pour nous et qui s'occupent d'amener la nourriture. Bon, donc la ville, elle a grossi en fonction de uniquement la loi du profit, qui est le seul objectif, le seul éthique, hein, l'éthique de la société actuelle, des organisations sociétales, des groupes humains actuels, c'est la loi du profit, faire du profit. Voilà. Bon. Donc, surtout, on ne s'est pas posé de questions. Et aujourd'hui, on se pose des questions, on se dit, on commence à se dire, bon, Paris, 10 000 habitants,
comment est-ce qu'on ferait si on n'avait pas l'agriculture industrielle d'une part, pour faire des tonnes de rendement, c'est-à-dire avoir la quantité de nourriture. Et comment on ferait si on n'avait pas l'ingénierie, c'est-à-dire le système, le réseau veineux qui amène cette nourriture. Alors, bon, les histoires de végétalisation, mais c'est infinitésimal. Il faut bien voir que ce qu'on va construire, végétaliser les murs, d'abord c'est pour faire joli, et puis, alors effectivement, il y a des projets de construire, de faire des tomates sur les toits des immeubles, mais enfin bon, moi qui suis agriculteur, j'ai 15 ans d'exploitation agricole, et je fais n'imagine pas de nourrir une ville comme Paris en faisant des tomates qui vont d'ailleurs crever à cause d'oxyde de carbone qui est dégagé par et la pollution. Lorsqu'il y a 3 jours de pollution à Paris, qu'Anne Hidalgo empêche les voitures de circuler à plus de 30 à l'heure, on va dire que tous les végétaux qui sont sur les toits, ils vont être morts depuis longtemps. Donc c'est vraiment, disons, ce sont des joyeusetés qui peuvent faire des articles sur les journaux, mais on ne peut pas imaginer. Alors, bon, on va dire l'agriculture urbaine à Cuba. Oui, mais c'est totalement différent. Bon, à Cuba, on a des villes, ça n'a rien à voir. Même la Havane, ça n'a rien à voir avec Paris. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un jardin, une maison, un jardin, une maison, comme c'était avant. Comme c'était avant. Alors, moi, je vois la ville de Lyon, que je connais bien, puisque je suis de là. Alors, Villeurbanne, où j'habite, Villeurbanne, ça n'existe pas, c'était les jardins de Lyon. D'ailleurs, des construits sur des zones maraîchères. Et il reste encore quelques petits jardins, ouvriers, voilà. Je voulais continuer, enfin, j'ai oublié de dire un petit quelque chose à propos de la technologie. Mais Clara m'a ravivé cette envie en parlant des algues. Ouais. Effectivement, on a un petit peu, de temps en temps, on a un discours qui laisse apparaître que certains pensent à une alimentation qui serait technologique. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'il faut penser des projets qu'il y a aujourd'hui, qui vont d'ailleurs au-delà de faire de l'alimentation avec des algues, mais de faire de la viande artificielle en laboratoire. Techniquement, c'est faisable, hein, puisqu'on sait comment... Alors c'est notre ami Paul Ariès qui travaille là-dessus, qui a écrit un bouquin sur l'histoire de l'alimentation à travers les âges, et qui parle à la fin de son bouquin. Il était d'ailleurs venu faire une conférence à Villeurbanne, lorsque j'organisais les conférences dans le cadre de débats citoyens, et qui nous avait exposé tous les projets qu'il y avait aujourd'hui. Déjà, par exemple, les oignons qu'on achète dans les Big Mac de chez McDo, ce sont des oignons reconstitués, qui sont faits avec voilà, des trucs qui ne sont pas vraiment des oignons. Mais voilà. Donc, la nourriture artificielle, ça, c'est possible techniquement, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Tous les projets que moi j'appelle Mirage, mais bon, ça c'est subjectif, hein. Tous les projets qui nous sont exposés d'énergie de l'avenir ou de nouvelles alimentations technologiques, hein, sont des projets qui oublient quand même une chose. C'est que la technologie n'est rien, et ça Roegen nous le rappelle, il le dit, la technologie, ça n'est rien sans la matière. C'est-à-dire que si on n'a pas de matière, eh bien on peut inventer toutes les technologies qu'on veut, on n'arrivera à rien. Alors aujourd'hui on a les chiffrages notamment de ce que ça coûte, et de ce que ça coûte, je veux dire en argent, mais ça veut dire que si on valorise en argent, on a une quantité d'énergie importante et une quantité de matière importante, ce que ça coûte de faire 1 kilo de viande artificielle,
Bon, eh bien, c'est un petit peu comme le TRE, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, le taux de retour énergétique, c'est-à-dire qu'on dépense plus d'énergie, alors là en termes de calories, hein, on dépense plus d'énergie pour fabriquer 1 kilo de viande que l'énergie que va restituer au corps humain ce kilo de viande lorsque ce corps humain l'aura absorbé. Voilà. Et donc la technologie bute, les améliorations technologiques, elles sont indubitables. Personnellement, je n'ai aucun doute sur la capacité humaine à inventer des choses pour améliorer un processus. Pour améliorer un processus. Mais qu'est-ce que c'est qu'un processus? Un processus, c'est toujours pareil, la même chose que ce qu'on dit depuis le début, depuis que nous étudions le processus industriel basé sur la thermodynamique, c'est la mise en coaction d'énergie, d'une certaine quantité d'énergie, d'une certaine quantité de matière. Une certaine quantité d'énergie, une certaine quantité de matière, ça va produire quelque chose. Alors ça va produire peut-être une nourriture. Hein? Bon. Et le procédé va être amélioré, va être modifié avec de la technologie. Mais si on a... la question, c'est pas que l'humanité va être en panne de technologie, va être en panne de matière grise, va être en panne d'imagination. Elle va être en panne de ce que Reagan appelle les ressources de stock. C'est ça le problème. Et alors, ça c'est un... Alors, c'est même pas un mythe. Je dirais que c'est une déviation intellectuelle très très répandue actuellement, qui, je dirais même, domine outrageusement les idées, les opinions qu'on entend ici et là. C'est qu'on pense qu'avec la technologie, on va régler des problèmes qui, en fait, sont basés sur la disponibilité en matière finie. Ça, c'est un gros problème cognitif. D'accord. Et l'énergie qu'ils produisent. Est-ce que la conclusion est la même si on parle de technologie de transformation du vivant? Par exemple, les algues. Est-ce que l'énergie nécessaire pour faire surproduire des algues, de la spiruline par exemple, voilà, est aussi coûteuse que tu le dis? Enfin, on peut décider par exemple, les légumineuses sont des sources de fibres et de protéines tout à fait nutritives. Voilà. Si la population mondiale décidait de modifier son alimentation, faire produire des lentilles d'eau, par exemple, les lentilles d'eau, c'est absolument génial, hein, ça prolifère beaucoup. Il paraît-il il y a une variété de petites crevettes, paraît-il aussi très nutritives, lentilles d'eau plus petites crevettes. Bon, voilà. J'ai une amie qui ne parle que de ça, je ne sais plus comment ça s'appelle en latin, les deux espèces, mais bon. Si on modifiait complètement notre alimentation, est-ce que vraiment le coût en énergie des ressources primaires serait la même? Voilà, c'est ça la question. Alors, c'est une question extrêmement intéressante, mais à mon sens, qui est basée sur une confusion. Hein. Bon. Est-ce qu'on parle de quantité ou est-ce qu'on parle de qualité? Qualité, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Quantité, c'est combien on en a. Alors, la quantité, c'est si j'ai pas plus de 2200 calories par tête de milliards d'habitants, hein, bon, il va y avoir des gens qui vont mourir de faim. Bon, ça c'est une question de quantité. Et la qualité, c'est est-ce que je peux nourrir plus de monde qu'aujourd'hui? Je vais faire simple, en étant végétarien. Parce que c'est un peu ça qui se profile, j'ai l'impression, derrière. Bon, que je ne suis pas du tout, critique voilà, je dénigre pas du tout. Hein. Bon, alors, on va nous dire, alors, bon, ce raisonnement pro-végétarien, je le connais très bien. Bon,
il part de l'idée qu'il y a des surfaces importantes, donc les surfaces arables et terres agricoles. En France, c'est 25 millions d'hectares de terres arables, bon, qui sont utilisées pour l'alimentation du bétail. Bien. Si on utilise toutes ces surfaces agricoles pour cultiver des légumineuses, hein, c'est-à-dire des pois chiches, des lentilles, du quinoa, du soja, etc. Bon, on va pouvoir effectivement arriver à une alimentation qui sera équilibrée du point de vue des besoins organiques de chaque individu, avec le nombre de calories, le nombre de protéines, d'oligo-éléments, etc. etc. Bon. Alors, bon, en première analyse, oui, on ne règle pas le problème de toute façon du plancher. C'est-à-dire que il y a toujours la biocapacité qui va intervenir. C'est-à-dire combien avons-nous d'hectares disponibles? Sur ces hectares, combien est-ce qu'on peut sortir de calories et de protéines? Combien il y a de personnes à nourrir? Quels sont les bassins aussi? Encore, dans la mesure où on est bien d'accord, on ne prend plus la nourriture à un point A et on l'amène aux antipodes du point B. Bon, une fois qu'on a... C'est l'idée que même sur un bassin alimentaire donné, même dans un cadre de relocalisation, c'est-à-dire vivrier, c'est les gens du coin qui vivent avec les gens du coin, on va mieux s'en sortir si on ne fait pas d'élevage. Voilà, alors là, j'aurais aimé que mon ami Paul Ariès soit là, il ferait une conférence beaucoup mieux que moi, mais bon. Alors, c'est un débat sur lequel il mérite qu'on y passe le temps qu'il faut. Le remplacement de la viande par la protéine végétale, ça oublie simplement un petit détail, c'est la polyculture élevage, qui est l'agriculture ancestrale de l'homme et qui est la règle naturelle, parce que comme dirait mon ami André Pochon, qui a écrit Les Champs du possible, Les Champs CHAMPS, que je conseille vivement de lire, la vache, c'est une barre de coupe à l'avant et un épandeur de fumier à l'arrière. C'est-à-dire que la vache, qui utilise effectivement un certain nombre d'hectares pour se nourrir, elle mange de l'herbe qui aurait pu effectivement servir à faire pousser des pois chiches. Mais derrière, elle va restituer par sa bouse de la matière organique, hein, et puis elle va faire du lait dans lequel il y a aussi un certain nombre de protéines. Bon, c'est l'idée que l'homme, lorsqu'il a inventé l'agriculture, il était beaucoup moins intelligent qu'aujourd'hui, parce qu'il s'est dit, voilà, le système qui marche, c'est la polyculture élevage. Parce qu'il y a un ensemble. Et puis, l'animal, il sert aussi pour les façons culturelles. C'est-à-dire que l'animal, il va pouvoir tirer une charrue. Il va pouvoir tirer une charrue, il va manger aussi certaines herbes inutiles, il va faire du lait. Ah, bon, donc c'est un ensemble. Et la polyculture élevage, c'est un ensemble qui est équilibré d'un point de vue, je dirais, de la technique agricole. Voilà. Et supprimer l'élevage pour ne faire que des végétaux, c'est déjà de la monoculture. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu avec raison fustiger la monoculture. Mais la monoculture, elle a remplacé quoi? Ben, elle a remplacé la polyculture élevage. Le système herbagé. Je conseille vivement de lire, je vous montrerai la prochaine fois, le livre de Alain Pochon, qui s'appelle Les Champs du possible, où il explique que c'est même pas l'agriculture biologique, c'est le système herbagé, qui pour lui est à la fois le plus équilibré pour la nature, le plus rentable aussi pour l'agriculteur, et le plus porteur d'avenir, parce que il est indépendant, il peut être indépendant
de l'utilisation des herbicides, fongicides, pesticides et mécanisation. Voilà. Bon, mais juste un mot pour terminer, le débat entre le tout végétal ou la polyculture élevage avec les animaux, c'est un débat qu'il faut avoir entre gens qui pratiquent l'agriculture, à mon avis. Bien entendu, Clara, le juste milieu, c'est de toute façon quelque chose qui est souhaitable et qui sera obligatoirement le résultat de l'inéluctabilité de ce qui va se passer. Mais la surconsommation carnée qui est évidente et qui génère tous les troubles, toutes les externalités négatives que tu as citées, elle n'a pas été, disons, décidée par le consommateur, elle a été décidée par les industriels de l'élevage. Parce qu'on parle d'agriculture industrielle, mais pour l'élevage, c'est pareil. On est passé, autant la polyculture élevage, c'est un élevage qui est intégré dans la chaîne, je dirais, de la production d'un fermier, hein, d'une exploitation agricole, alors que avec l'élevage industriel, on est aussi dans la monoculture, puisqu'il y a un fermier qui va avoir une usine où il va mettre dedans 10 000 porcs, 10 000 cochons. Voilà, donc c'est une usine. Bon. Et donc, cette usine produit des tonnes de saucissons, et donc ensuite, on va vendre les saucissons aux consommateurs. Bon, bien entendu. Alors, c'est également un élevage fossile, c'est-à-dire un élevage qui ne peut pas exister si on n'y apporte pas de l'énergie, si on ne transporte pas des granulés d'alimentation qui sont fabriqués dans une usine à l'autre bout du pays. Voilà, donc un dernier mot, autant bien entendu les monocultures de produits végétaux sont détestables quand on voit les... Mais bon, il y a quand même une différence quand on voit les champs, les étendues qui ont été remembrés d'ailleurs de plusieurs dizaines d'hectares dans la Beauce. Bon, c'est moins effrayant que les bâtiments d'élevage. Là, avec les bâtiments d'élevage, on est arrivé, je dirais, alors, c'est un secteur que je connais bien. On est arrivé au summum de l'inhumanité, mais inhumanité au sens global, c'est-à-dire où l'humain... L'inhumanité du vivant, c'est-à-dire que l'animal a été déshumanisé et l'humain qui gère ces usines à animaux, c'est également déshumanisé. Il y a quelque chose qui relève de l'infraction éthique. Vraiment, bon, je pense qu'on dénonce ça. Alors, là aussi, je me lance un peu dans le plaidoyer en disant qu'on doit faire quelque chose d'objectif, mais il y a dans l'élevage industriel un franchissement éthique qui est particulièrement spectaculaire. Je souhaiterais terminer en lisant un passage de Roegen qui peut nourrir nos réflexions peut-être pour la semaine prochaine. Tout se passe comme si l'espèce humaine avait choisi de mener une vie brève mais excitante, laissant aux espèces moins ambitieuses une existence longue mais monotone. Les questions, comme celles que nous venons d'aborder, traitent de forces à long terme. Parce que l'action de ces forces est extrêmement lente. Par le fait que l'action de ces forces soit extrêmement lente, nous sommes enclins à méconnaître leur existence. Ou, si nous l'admettons, à minimiser leur importance. L'homme est ainsi fait qu'il s'intéresse toujours à ce qui va arriver d'ici à demain et non pas dans des milliers d'années. Et pourtant, ce sont les forces agissant le plus lentement qui sont en général les plus décisives. C'est assez intéressant, je trouve, c'est très profond et intéressant et très pratique
parce que j'ai été très souvent confronté dans les nombreux débats que j'ai animés à des gens qui venaient, donc au début, en fonction des thèmes qui étaient abordés, puis qu'au bout d'un moment, on nous disait, bon, oui, mais écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est, bon, ça m'intéresse pas de réfléchir sur ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui, pour qui on peut voter. Voilà. Bon, et ces débats, finalement, c'est mal. Et en fait, alors, j'ai l'impression que Brueggen a raison. Il y a quelque chose dans la nature humaine qui fait que très peu d'individus, un peu d'entre nous, sont réellement intéressés pour réfléchir sur ce qui va se passer demain. Alors, est-ce que c'est inquiétant ou pas inquiétant? Enfin, en tout cas, ça me paraît être un axiome, enfin une hypothèse assez... Il a tout à fait raison sur le plan cognitif, parce qu'en fait, le cerveau humain, c'est pas tellement réfléchir à long terme. Il n'est pas bâti pour ça. On le sait, hein, il a beaucoup de mal à élaborer des stratégies de long terme. Beaucoup de mal. C'est pas du tout. Il est bien câblé pour répondre à des coups de stress. Il est câblé aussi pour faire, bien sûr, des stratégies, mais les stratégies de long terme, c'est très compliqué pour le cerveau, très très compliqué. Et il y a beaucoup de... Enfin, ça a été très largement étudié, je pense que Rogan a vraiment raison. À partir du moment où il y a un trop grand nombre de paramètres, or s'il y a bien un sujet où la quantité des paramètres à analyser est celui de la bioéconomie, il a du mal à prioriser, en fait, c'est ce qui se passe. Donc ça, je pense qu'il a vraiment tout à fait raison. Et quant à la vie excitante par la vie monotone, je suis incapable de retrouver les notes que j'ai prises sur ce texte depuis tout à l'heure, je les cherchais. Bon, il va falloir que je recherche ça, je sais plus où je les ai fichues, c'est pas grave. Mais j'avais pointé ça parce que je trouve ça effectivement tout à fait intéressant comme notion. La vie excitante, c'est pour l'homme, et la vie monotone, c'est pour les vaches et les cochons, et les moutons. Et voilà.